10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme tous les gens que je croise depuis ce matin, qui vous regardent en soupirant et en se demandant où va ce pays. En tout cas, les sondages confirment bien une forme d'exaspération des Français. Et nous allons tenter de nous mettre d'accord avec, évidemment, pour sujet principal, cette Super Trump. J'avoue que Libé a fait très fort avec ce titre matin. Super Trump, évidemment, hommage au groupe Super Trump qui a perdu l'un de ses leaders hier. Et Super Trump, T-R-E-M-P-E, une Super Trump pour François Bayrou. Tous les regards tournés vers Emmanuel Macron. Va-t-il dissoudre? Et puis 10 septembre, demain, la colère d'un pays éruptif. 80 000 policiers dans les rues. Demain, pour contenir ce qui peut être une manifestation assez violente. On va parler de tous ces sujets avec vous, avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Valérie, bonjour. Journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio les mardis, mercredis et jeudis. Oui, enfin pas le jeudi. Pas le jeudi, mardi, mercredi, oui, 2 jours. Les vraies voix le jeudi, avec Cécile jeudi. Et Philippe David. Très bien. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour à vous. Et Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Bonjour. À vous. On reviendra sur vos coups de cœur et vos coups de gueule qui vont dans le sens de cette actualité politique. Moi, ce matin, j'avais envie j'ai hésité entre le mot dégoût et indécence, puisque depuis quelques jours, tous ces hommes et ces femmes politiques se disent prêts à prendre le poste de Premier ministre. Je trouve que, vu la situation du pays, ces phrases, ces déclarations d'abnégation pour le pays ne me semblent pas très sincères. Qui sont ces hommes et ces femmes qui ne se rendent pas compte du ras-le-bol, voire du dégoût des Français? Alors, quelle est leur motivation, l'intérêt du pays? Je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas si on a le son de Yaël Braun-Pivet qui, ce matin même, est prête est prête à se sacrifier. Écoutez. Je ne suis pas candidate. Je suis pas candidate du tout. Et si Emmanuel Macron vous appelle? En revanche, je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays. Il n'y a que ça qui m'intéresse, à la place qu'il faudra. Aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale. C'est important ce que vous dites, parce que si dans l'intérêt du pays, Emmanuel Macron considère que votre place est davantage à Matignon qu'à l'Assemblée, vous êtes prête à quitter la présidence de l'Assemblée? Évidemment. Évidemment. Voilà, c'était ce matin chez nos confrères d'RTL. Donc 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir, nous donner votre état d'esprit, votre sentiment face à ce qui est en train de se passer. Le vote de confiance largement en défaveur du Premier ministre. Peut-être un mot quand même sur tous ces gens, Boris Vallaud, tous ceux Olivier Faure, qui font le tour des médias pour dire combien ils seraient bon à ce poste, même s'ils n'en ont pas forcément envie. On en parlait, Eric, juste avant le journal. Oui. Mais il y a une forme d'indécence malgré tout. Oui, vous avez raison. On pourrait dire, elle aurait pu dire, écoutez, je suis à l'Assemblée, c'est pas à moi de décider. Mais le côté, je suis prête. Oui, elle est prête. Ils sont prêts. Ils sont venus. Ils sont tous là. Vous savez, c'est la chanson de Charles Aznavour. Mais ça pourrait en être réalité, au suivant pardon, aussi, mais je vais pas faire de procès en insincérité des uns et des autres. Je vais cibler personne, mais tout de même, quand vous n'avez aucune majorité, que vous avez un budget à faire passer, il y a que des coups à prendre et de se dire qu'on est là pour 15 jours. Donc on sait bien qu'en 15 jours, 3 semaines, un mois, on peut pas changer le destin d'un pays comme la France. Donc si c'est pas le cas, s'ils le savent, ils y vont pourquoi? Je vais pas faire de procès en insincérité, mais ils y vont pourquoi? Pour eux, pour avoir le titre, pour avoir la fonction, pour avoir la voiture, pour avoir... Enfin, vous savez, on est peut-être devant une crise de régime, mais je crois sincèrement qu'on est devant une crise de la politique en France. Voilà, ça c'est sûr. Et la déconnexion entre les élites, quel que soit le parti politique, à Paris, à l'Assemblée ou au Sénat, et les Français n'a jamais été aussi fort. C'est ça qu'il faut, fort, F-O-R-T, évidemment. C'est ça qu'il faut que les gens, que les élites politiques comprennent. C'est que... Mais comment il peut être à ce point loin des Français, enfin,
je sais pas, la réaction que j'ai eue ce matin, elle est Thomas nous dit la gamelle est bonne, l'intérêt du pays, nous dit Martine, laissez-moi rire, avec plein de smileys ironie, mort de rire. Les Français voient ce qui se passe. Moi, si j'étais producteur à la télévision, je pense que je préparerais un documentaire sur la 5e République. Ouais. Parce que je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Vous êtes producteur. C'est pour ça que je dis ça. Vous lancez l'idée. Ouais, non, mais je lance l'idée, mais je pense que c'est malheureusement pour certains bientôt la fin de la 5e République. On arrive effectivement dans une crise politique, mais honnêtement, le seul responsable de tout ça, pardon, mais c'est Emmanuel Macron. Je veux dire, quand il est arrivé en 2017, il avait promis qu'il rapprocherait les Français de la politique. C'est tout sauf ça aujourd'hui. On n'a jamais été dans une situation aussi épouvantable. Mais tout le monde est dégoûté. Alors tout le monde va voter, mais parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, comment, et on ne comprend pas le résultat des élections à la fin. Donc il avait promis que les Français se rapprocheraient de la politique. Au final, il s'est passé exactement l'inverse. Et il avait promis de briser la montée en puissance du Rassemblement national. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc il a échoué sur absolument toute la ligne de son programme. Et aujourd'hui, on entend tout le monde sauf lui. Oui. Tout le monde sauf lui. C'est-à-dire qu'il devrait quand même être en première ligne. Je veux dire, François Bayrou, il a pas dit qu'il ferait un vote de confiance sans l'accord du président de la République. Ou alors ça veut dire qu'il sert plus à rien, le président de la République. Et on aimerait bien l'entendre. Baptiste Fournier. C'est aussi, je pense que les Français ne comprennent pas ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. Je rejoins les propos d'Alex à l'instant, mais au-delà de ça, depuis un an, on a une forme de déni démocratique et de la part du président de la République et de la part du bloc central, aussi bien sur les alliances qu'ils essayent de mener que les politiques publiques qu'ils entreprennent. C'est-à-dire qu'on a une majorité de Français qui a clairement rejeté Emmanuel Macron et sa majorité. Oui. Or, depuis un an, il y a des formes de passage en force avec des politiques publiques, en plus, qui ont été elles-mêmes rejetées à travers le vote. Donc, ça pose justement une problématique aujourd'hui de rapport à la démocratie, avec des gens qui ne se sentent plus écoutés, et on voit qu'on a deux phénomènes majeurs. Que le 10 demain soit une mobilisation hétéroclite, territorialisée, et dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera réellement. Elle a le mérite d'exister. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi une nouveauté dans notre rapport aux politiques, puisque on ne sait pas si ça ressemblera aux Gilets jaunes ou autre, mais il n'y a pas d'antécédents et de précédents sur ce type de mobilisation qui sont organisées en dehors des institutions classiques que peuvent être les syndicats ou autres. Et la semaine suivante fait quand même assez rarissime, et il faut le souligner. Les syndicats, donc, se mobilisent en intersyndical, et non pas pour une seule mesure sur les retraites ou autre, mais par rapport à la situation économique et budgétaire du pays. Donc là, il y a un véritable hiatus entre les représentants politiques et les corps syndicaux et les citoyens. Maintenant, c'est au président de la République, en effet, de s'exprimer dans les plus brefs délais, de revenir sur ce qui s'est passé, notamment depuis un an, et cette prise de décision qui paraissait être totalement anachronique par rapport au moment, et donc d'offrir des solutions. Oui, cette dissolution. Alors, on va prendre un auditeur. On a Stéphane en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Valérie. Écoutez, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'incroyable hypocrisie là, des personnes qui se présentent comme candidats potentiels ou comme disponibles pour être Premier ministre, alors qu'on sait très bien que ça mènera à rien. Et je crois qu'il faut maintenant faire le constat que, bien tout simplement, on a un forcené à l'Élysée. Et je pense, alors j'ai une petite idée, je pense que les partis devraient s'entendre. Les partis qui sont pour le retour aux urnes pour l'élection présidentielle, s'entendent pour une grève de la représentativité, c'est-à-dire que les partis qui ont des députés à l'Assemblée disent écoutez, en la situation, on peut rien faire, donc on propose de retourner aux urnes, pas seulement pour réélire les députés, mais pour la présidence. Et si ça se fait pas, eh bien on arrête d'aller tout simplement siéger aux différentes assemblées. Et on verrait en fait quel parti réellement se dit pour la destitution ou pas en fait, parce qu'on entend les socialistes qui disent oui, ce serait bien qu'ils partent, mais bon, on aimerait quand même bien avoir un Premier ministre, des choses comme ça. Donc on verrait la réalité des choses. Et je pense que ça pourrait être assorti d'une promesse de journée nationale, de fête en fait, si on arrivait à destituer ce président. Vous savez, comme quand on a une grande catastrophe, eh bien les citoyens se réunissent et puis faites ça en fait. Et je pense qu'on en est là, c'est-à-dire dans les rues de Bordeaux hier, il y a eu des défilés après l'annonce du vote de confiance, pardon. Des apéros. Oui, des apéros. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit ça, les gens qui descendent dans la rue. Vraiment. Merci Stéphane de votre appel. Oui.
Écoutez, moi je pense que le politique, une partie des politiques semble savoir tellement de choses qu'il ne sait plus apprendre. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur, pendant 13 ans, d'être parlementaire. J'ai fait voter 2 lois, d'ailleurs, à la majorité des groupes, mais ça a pris du temps. Vous savez, ça fait longtemps que les gens ne croient plus aux politiques. C'est pas depuis Emmanuel Macron. Après, si on fait un historique très simple, le président se représente en 2022, il ne fait pas campagne. On perd la majorité, il doit nommer Lucie Castet 15 jours après le tomber, c'est la deuxième erreur, sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que ce qui va se passer demain, ça devrait nous donner du baume au cœur. 82% des Français disent, excusez-moi du terme Valérie, vous nous emmerdez les politiques. Parce que si on fait une analyse sociologique, je crois qu'Éric sera d'accord avec moi, pour Jean-Luc Mélenchon, l'horloge biologique tourne. À 400 000 voix près, il était au 2e tour, il n'y a pas longtemps. Il se dit, c'est mon tour. Pour Marine Le Pen, et elle est dans son couloir, si demain il y a une dissolution, ils ne seront pas 140, ils seront 240. Donc aujourd'hui, c'est pipé. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est une entente avec le bloc central, qui est divisé, on est d'accord, cher monsieur. Comment on fait pour s'occuper des gens ? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait une dissolution demain. S'il y avait une majorité, why not ? Mais il n'y aura pas de majorité, Valérie. On est passé d'un bipartisme à un tripartisme. Ça veut dire que les députés doivent arrêter de penser qu'ils ont la majorité. Ça veut dire, comme tous les pays européens, le consensus. Mais on ne sait pas le faire. Oui, mais donc justement, voilà le vrai débat. Mais Patrick, c'est pas la même culture. Et pardon, mais de dire qu'on devrait se réjouir de ce qui va se passer demain, moi, je me réjouis pas. Enfin, très honnêtement, je me réjouis pas. Je veux dire, je suis chef d'entreprise, mes business, ils sont bloqués depuis plusieurs semaines parce qu'on ne sait pas les crédits qui sont accordés, parce qu'on n'a pas de budget. On repart dans le même cirque que l'année dernière. Demain, je pense qu'il y a des gens qui vont aller manifester ou qui vont faire grève. Ils vont pas le faire par le plaisir. Enfin, il faut vraiment se rendre compte de ça. Et puis ça va recommencer le 18 septembre, et ça va recommencer la semaine d'après. Pourquoi la situation n'est pas normale ? Et de dire, j'entends ce que vous dites, le fait de dire, il faudrait qu'on puisse se réjouir parce que 82% des Français trouvent une cause commune. Mais c'est pas ça la France. Normalement, c'est pas de dire que la cause commune, il faut qu'on se mette en grève, il faut qu'on manifeste tous les ans pour dire qu'on n'est pas d'accord. La réalité, c'est que la France est un pays de symboles. Symboles. Ah oui. Et donc, demain, ils vont manifester, ils vont faire grève. Super. Mais le pouvoir politique ne répond jamais. Les symboles, on aurait aimé l'avoir. On aurait aimé dire dans un budget qui a été présenté, c'était un symbole parce que ça n'apportait peut-être rien. Mais nous, les parlementaires, les politiques, on va faire un effort. Et on va participer à cet effort-là en disant qu'on va baisser notre salaire pendant 2 ans. Et ça aurait rien apporté. Vous savez quoi, ce que vous dites là, ça fait 15 jours que je le dis. Comment on peut dire aux Français, vous devrez faire des efforts, quand on voit les anciens premiers ministres, et je vais vous dire, y compris François Hollande, une retraite à 35 000 euros par mois. Quand je vois notre ami De Villepin, qui vous coûte, à vous et à tous, moi je suis chef d'entreprise comme vous, 200 000 euros. Vous savez ce qu'on me dit souvent les journées sur les plateaux ? Oui, mais c'est pas ça qui va régler la dette. Mais bien sûr que c'est ça. Et quand je vous dis que demain, quelque part ça me fait rêver, c'est de vous dire que on est incapable, les politiques aujourd'hui, de faire des efforts. Et vous avez raison. Les parlementaires commenceraient à dire -10, le président -10, 25 agences de moins. Enfin, quand même, l'État, il n'a jamais été aussi gras. Vous commencez par vous. Vous êtes chef d'entreprise demain comme moi. On roule en Ferrari, on a un yacht, l'entreprise va mal. Et vous demandez à votre collaboratrice 20% de moins de salaire et vous continuez à rouler en Ferrari. Vous savez qu'ils vont vous écouter. Donc ça suffit maintenant. Moi, je suis clair sur ça. Allez, on va revenir évidemment sur ce vote de confiance qui est quand même une humiliation pour François Bayrou. 364 contre 194 pour, 0826 300 300. Qu'attendez-vous du président de la République ? Je vous entends déjà hurler à rien, mais néanmoins, que peut-il se passer ? On vous attend évidemment sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, et vous savez que vous pouvez évidemment participer à l'émission, nous dire comment vous avez ressenti, vous, comment vous ressentez l'époque, et ce que vous attendez du président de la République, une dissolution, qu'il démissionne. On va parler de tout cela avec vous. Et Éric Revel, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, hier, de l'intervention du Premier ministre ? C'était votre coup de cœur
ironique, on va dire. D'abord, j'ai trouvé que le discours était un bon discours. J'ai trouvé qu'il a fait tous les médias de la Terre dans sa tournée d'adieu et qu'il n'en finissait plus. Autant j'ai trouvé son discours bien charpenté, assez malin, en disant mais en fait si vous ne votez pas la confiance, je vous demande pas de me voter réellement la confiance sur ce budget, je vous demande de voter la confiance sur le constat que je fais qu'on est au bord du précipice financier. D'ailleurs, j'ajoute quand même, Valérie, que déjà on empruntait plus cher que l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Depuis ce matin, la France emprunte plus cher que l'Italie. Ça veut dire que nous sommes les derniers des derniers de la zone euro, avant les agences de notation qui vont rendre leur verdict à partir du 12 septembre. Ouais. Ça veut dire que emprunter plus cher, l'air de rien, c'est des intérêts supplémentaires qu'on doit payer sur la dette. Enfin, on est dans une spirale descendante absolument hallucinante. Ferme la parenthèse. Et là, juste pour rouvrir un petit peu une autre parenthèse, la note de la France a des risques, il y a des risques qu'elle soit dégradée ? Oui, le 12 septembre, oui, c'est pas impossible. Déjà, Fitch, qui va être la première agence, avait hésité la dernière fois. Ouais. Bon, alors, on a 17 sur 20 en note, on n'est pas encore au fond de la cave. Mais oui, mais attendez, on sait que les intérêts de la dette vont représenter en 2029 sans doute 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Et dès l'année prochaine, le premier poste de dépense de l'État devant l'éducation nationale. De la dette. Mais ce que j'ai retenu quand même hier, alors je sais pas s'il faut le prendre au premier, au deuxième ou au troisième degré, c'est d'abord François Bayrou qui, sans attendre la conclusion du vote de l'Assemblée nationale, dit publiquement au revoir à ses ministres, ce qui est quand même hallucinant. Et puis la deuxième chose, c'est quand même sa petite phrase qu'il dit, donc il est resté 9 mois à Matignon, il dit en 9 mois j'ai éprouvé un profond bonheur. Alors on va l'écouter parce qu'il faut l'écouter. Je veux simplement leur dire à chacune et chacun d'entre eux que ces 9 mois ont été pour le Premier ministre des mois de profond bonheur, parce que nous avons réussi contre tous les pronostics à former une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de poids lourds, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension pendant les 9 mois que nous avons vécus ensemble. Il y a une raison quand même. Enfin, je lui donne raison dans un sens, que vous vous souvenez, quand il est arrivé à Matignon, il a dit: moi, je briderai pas la parole de mes ministres. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Matignon ne reliera pas les interviews des ministres en presse écrite. Ça a été quand même un peu la foire d'empoigne. Si vous voulez, il y a des sujets où l'un disait le contraire de l'autre, où la porte-parole du gouvernement disait que le macronisme était mort. Enfin, c'est parti quand même un peu dans tous les sens. Bon, maintenant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que François Bayrou, alors il peut écrire un livre, il aura peut-être un peu plus de temps, mais nous explique quand même le fond de son raisonnement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il appuie sur quelque chose qui n'était jamais arrivé, c'est-à-dire un vote de confiance. Il y en a eu 42 sous la Ve République. C'est la première fois qu'un Premier ministre ne remporte pas un vote de confiance. Qu'est-ce qui lui a pris? Avec un tel 364 votes contre. Oui, c'est une super trempe. C'est quand même. Mais est-ce qu'il prend date pour 2027? Est-ce qu'il a compris que c'était au-dessus de ses forces et que de toute façon, est-ce qu'il a voulu expliquer que, vu l'état des finances publiques, il aura dit ce qui va se passer? Je ne saisis toujours pas ce qu'il a voulu faire. Mais moi, je pense qu'il pensait qu'il pouvait gagner. Je pense qu'il pensait vraiment que ça pouvait passer, que dans l'opinion, en 2 semaines, il a voulu refaire ce qu'a fait Emmanuel Macron lors de la dissolution. Aller vite. Ça va plus loin que ça. Allez vite. Ça va plus loin que ça. C'est pas l'opinion qui vote à l'Assemblée nationale, ce sont des députés qui répondent à des mots d'ordre de groupe. Mais ça, c'est avec son engagement sur la proportionnelle. Il pensait apparemment sincèrement que le Rassemblement national s'abstiendrait et que ça suffirait. Et là, c'est une erreur, mais majeure. C'est-à-dire que dans la notion de vote de confiance, on s'engage dans la confiance à un gouvernement dont on est l'opposant. Donc déjà, politiquement, c'est une contradiction totale pour n'importe quel parti d'opposition. Et ça, on peut pas leur reprocher à ces partis d'opposition. Deuxièmement, Marine Le Pen avait intérêt à accélérer son calendrier, puisque une dissolution ou autre lui permet, à 18 mois de la présidentielle, de faire une question prioritaire de constitutionnalité en référé pour savoir si elle peut maintenir sa candidature ou non et être candidate. Et en plus de cela, sincèrement, avoir un débat budgétaire comme on l'avait eu l'année précédente,
d'une part, de mon point de vue, c'était un supplice chinois pour François Bayrou, auquel il ne voulait pas se confronter d'une part, et pour le RN d'autre part, ne pas prendre position et acte sur des problématiques budgétaires et financières sur lesquelles ils ne veulent pas se prononcer en l'état, au risque d'obérer une partie de leur électorat, parce que, comme le rappelait Éric à l'instant, il y a des efforts substantiels à faire, quelle que soit la méthode, dépenses ou autres, dépenses ou recettes. Mais il y avait, pour Marine Le Pen, un besoin de tout geler. Oui. Oui. Alors, je pense que c'est la bonne analyse. Moi, je pense que François Bayrou, quand il est arrivé, il s'est dit « je vais y arriver ». Je vais y arriver, je vais proposer la proportionnelle à Marine Le Pen, sachant que Marine Le Pen, s'il y a dissolution, elle ne pourra plus se présenter, elle tient à son poste de présidente, donc elle va s'abstenir, pas voter la confiance. Et depuis le mois de juillet, il s'est dit « je ne vais pas y arriver ». On peut quand même lui prêter qu'il a toujours vendu cette histoire de dette. Et oui. Je pense que François Bayrou se prépare pour 2027. Ouais. Il dira aux Françaises et aux Français, je suis un politique responsable. Et malheureusement, je vous rappelle quand même que cette dette de 44 milliards, c'est pas une année, c'est sur 5 ans. Oui. Et vous savez ce qui me gêne, ce qui me gêne, Valérie, en fait, encore une fois, c'est que regardez où on se trouve. La majorité dit il faut 44 milliards. Le PS dit que 22 milliards. Mais on ne peut pas essayer d'avoir un équilibre. Enfin, moi, je ne suis pas pour la taxe d'huilement. Vous êtes comme moi, chef d'entreprise. On paie 45% d'impôts. Oui. Mais les très, 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 très riches, si on leur demandait une contribution exceptionnelle, et pas comme on fait d'habitude, où quand c'est exceptionnel, ça devient constant. Oui. Qu'on demande à Arnaud, à tous ces grands patrons... Mais ils le font déjà, Patrick. Oui, mais de faire un supplément. Oui, mais ils le font déjà. Et le dernier point qu'on a dit... Attendez, et qu'on a dit hors micro, franchement. François Bayrou, il dit aux Français, vous allez faire des efforts. Ouais. Et l'État n'en fait pas. C'est mort d'avance. Ça d'accord. Voilà. Mais juste par rapport à François Bayrou, pardon, mais je crois vraiment que l'analyse que vous faites, qui se prépare pour 2027, il n'y a que lui qui y croit. Hier, 40 ans de pages politiques se sont tournés. C'est-à-dire qu'il a très mal géré sa sortie, François Bayrou. Qui va lui faire confiance? Il y a les municipales qui arrivent. Je pense que ça va être sa priorité à Pau de pouvoir se faire réélire. Et je pense qu'il va y arriver. Oui. Mais demain, qui peut croire aujourd'hui demain que des gens se rangent derrière François Bayrou? Personne n'a compris sa décision, ni sa décision de faire un vote de confiance. Non. Alors il y avait du panache, moi je l'ai dit, mais personne n'a compris sa décision et personne n'a compris sa ligne de mire. Et puis je vais terminer par une chose. Donnez-moi une chose qu'il a faite depuis 9 mois, dont vous vous rappelez. Non mais Patrick, une chose dont vous vous rappelez depuis 9 mois. 9 mois, c'est pas 30 jours, c'est pas 4 jours, 5 jours, c'est 9 mois. Il a rien fait, à part un peu aux Outre-mer. Non, vous pouvez pas dire il a rien fait. Vous savez, en politique, je l'ai appris, on n'est jamais mort. Non, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Oui, regardez Michel Barnier. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier, franchement, 74 ans, un homme brillant, se présente aux législatives? Mais ça, c'est rassurant. Vous y pensiez à ça? Non, mais je croyais pas, mais vous trouvez ça bien? Je dis pas que c'est bien. Vous pensez vraiment que c'est un tremplin pour lui demain? Attendez, je ne dis pas que c'est bien. François Hollande qui redevient député, vous y pensiez, vous? Bah non, mais je trouve pas ça renaître en politique. Ça rejoint peut-être ce que je disais au début, c'est-à-dire l'ego, l'attrait du pouvoir avant l'intérêt du peuple. C'est une drogue. Non, mais juste, Patrick, ou à mon avis vous vous trompez sur taxer de manière exceptionnelle les plus riches, c'est que vous ne pouvez pas répondre à un besoin de financement structurel par une mesure conjoncturelle. Si vous ne réformez pas la dépense de l'État, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire une taxe sur les patrimoines, sur les plus riches, en fait ce sera un one-shot, mais l'année suivante, sauf si dans votre esprit, cette taxe exceptionnelle devient structurelle. Non, ce que je dis, non. Donc en fait, vous ne pouvez pas solutionner un problème structurel par une mesure conjoncturelle. Voilà, c'est très simple. On va se retrouver dans un petit instant. On va revenir, évidemment, on va continuer à parler politique. On va parler également de ces têtes de cochons qui ont été retrouvées dans des mosquées. Ce matin, Bruno Retailleau, il vient juste de s'exprimer. On y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec vous, 0826 300 300. Baptiste, on va continuer à parler de l'actualité politique avec vous. Vous aviez un coup de gueule. En fait, Alex l'a fait un peu pour moi tout à l'heure. C'était pour revenir sur les... Oui, mais Alex, alors... Pas du tout. Il est très en forme, il a pas encore pris son café. Il sera pas Premier ministre s'il écoute pas les... Il était déjà en mode coup de gueule et pas coup de cœur, on verra ce qu'il dira après. Mais c'était pour revenir sur la promesse initiale d'Emmanuel Macron de renouveler la démocratie et de voir aujourd'hui dans quelle situation et dans quelle panade on se retrouve avec des promesses qui n'ont pas été réalisées ou menées à bien, et que la question va forcément se poser, et c'est pas mon souhait personnel, mais la question va forcément se poser de son maintien. Et on le voit aujourd'hui, ça commence à se matérialiser sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée, sur l'ensemble des médias, qui soient presse écrite ou médias télévisés. Et donc, il est en première ligne. Et là, on est potentiellement, justement, à l'aune d'une vraie crise de régime. Parce que si il n'a pas de fusible, pas de paratonnerre ces prochaines semaines, à 18 mois d'une élection présidentielle, pourquoi ne pas remettre son mandat une année avant pour essayer de simplifier la situation politique de ce pays? Je ne pense pas que ça changerait grand-chose, étant donné... la segmentation électorale, et en plus de cela, ça viendrait déstabiliser encore un peu plus, de mon point de vue, les institutions. Néanmoins, la question va vraiment se poser. Il va falloir qu'il apporte des réponses fortes dans ces prochaines heures et dans ces prochains jours. Ouais. Réponse forte, dissolution. 61% des Français favorables à une dissolution. C'est un sondage IFOP pour LCI. Dissolution de l'Assemblée nationale et en cas d'élection législative. C'était hier soir sur LCI. Donc la majorité des personnes interrogées indiqueront qu'elles voteront pour un candidat RN. Oui, mais je vais être très clair ce que je vais vous dire. Hein. Si le RN, en cas de dissolution, avait la majorité, why not ? Après tout, c'est les Français qui décident. Mais quand vous regardez les autres projections, ils s'approchent de la majorité. Alors ça voudrait dire que le LR rejoint le Front National. Je fais un constat, hein, je juge pas. Et là, ils ont une majorité pour exister. Mais je ne crois pas que ce soit le cas, parce que quand même, ce qui nous gêne à tous, c'est l'échéance 2027. Parce que le vrai débat qu'on devrait avoir, cette histoire de quinquennat, c'est une connerie. Peut-être un seul septennat. Le président de la République, au second mandat, rappelez-vous tous, ils font des mandats catastrophiques, parce que, y compris dans son camp, les gens se préparent pour la suite. Donc c'est ça qui est gênant. Donc est-ce que pourquoi pas on revient au septennat, un septennat, et là on peut réformer. Alors que là, vous êtes déjà dans une projection. Quand vous êtes élu, vous pensez à la suite. À la suite. Juste pour réagir sur ce que disait Baptiste, c'est quand même incroyable, parce que même dans le camp du président, quand vous écoutez Gabriel Attal hier, qui dit qu'il faut que le président partage le pouvoir. Oui. Il faut un médiateur. Il faut un médiateur, on dirait des méthodes de la 4ème République, justement, un négociateur. Il parle de négociateur. Et Gabriel Attal, qui est normalement le chef. Je vois un mec avec un flingue sur le négociateur. Le chef de il faut le GIGN. Voilà, c'est ça. C'est quand même incroyable de mettre tout le monde autour d'une table. Normalement, c'est le rôle du Premier ministre aussi à la base, de mettre tout le monde autour d'une table pour pouvoir parler. Donc même au sein même de ses plus proches, Emmanuel Macron, il est lâché. C'est quand même fou ce qui est en train de se passer. Et d'autres autre chose, c'est de dire la dissolution, vouloir le départ du président de la République. Oui, enfin moi je dis pourquoi pas à tout. Non mais pourquoi pas à tout? Mais on peut pas prendre un petit peu de temps peut-être? On peut pas arrêter de dire qu'il faut qu'on vote dans 3 semaines. Non mais donc dissolution demain, ça veut dire dissolution, ça veut dire que dans 3 semaines on revote. Il y a pas de projet qui est mis sur la table. On demande au président de la République, pareil, on revote dans 3 mois. On ferait pas de campagne, on repart de zéro. À quoi ça sert? En fait, c'est juste reculer pour mieux sauter à chaque fois. Oui, Éric, sur cette volonté, enfin la volonté de dissolution des Français, elle exprime aussi ce ras-le-bol qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette classe politique qui ne les satisfait pas. Oui, après, vous vous souvenez ce qui s'est passé, puisqu'on parle de Gabriel Attal, c'est comme Gabriel Attal qui a appelé au Front républicain, bon là aussi je fais un constat, et qui a sans doute empêché le Rassemblement national d'avoir 10, 20 députés de plus. Est-ce que ce Front républicain marcherait aussi bien aujourd'hui? Je ne crois pas. Vous savez, il y a une interview qui est à mon sens très importante, parce que c'est un basculement, c'est celle de Nicolas Sarkozy dans le Figaro il y a 4 jours. Absolument. Parce qu'il dit des choses très intéressantes. Dommage qu'il n'ait pas été président de la République, peut-être pour la droite, mais ce que je veux dire, c'est que quand il dit, c'est la première fois que
je lisais Nicolas Sarkozy expliquant qu'il coupait le cordon sanitaire entre la droite dite classique et la droite nationale incarnée par le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il dit oui, le RN est dans l'arc républicain. Moi, je ne sais pas si en cas de dissolution, Patrick, le bloc central serait pas lessivé. C'est la question que je me pose. Je te le confirme, Eric. C'est-à-dire lessivé. Alors, s'il est lessivé, peut-être qu'on n'aura plus de tripartisme à l'Assemblée nationale. Exactement. Et qu'on va se retrouver avec deux blocs énormes, qui est quand même le résultat du fiasco politique du en même temps d'Emmanuel Macron. C'est quand même ça, la situation. Mais si le bloc central est lessivé, peut-être qu'on va avoir, peut-être pas des majorités absolues, mais des majorités relatives qui vont nous sortir du mauvais pas politique dans lequel Emmanuel Macron a mis la démocratie française depuis cette dissolution funeste. C'est peut-être ça qui va se passer. Tout le monde prend pour argent comptant le fait que le tripartisme est installé même après 2027. Moi, je rejoins totalement Eric. J'ai vu plusieurs commentateurs ces derniers jours nous dire qu'on est dans une situation qui semble nouvelle, celle de la tripartition et autres. Moi, je suis persuadé, et on le voit sur les intentions de vote qui sont sorties de l'ensemble des instituts ces derniers jours, que en fait, le centre retombe aux alentours des 12-13%, ce qui a été son score historique. Non, là, IFOP 13, Cluster 12, et donc, en fait, nous ne sommes déjà plus dans la tripartition. À nouveau dans la recomposition, Édouard Philippe parlait de la poutre qui continue à bouger. Ce que disait Patrick était extrêmement intéressant, c'est qu'à un moment donné, LR, idéologiquement, programmatiquement, va devoir prendre ses responsabilités et accepter de gouverner sous le parti qui est aujourd'hui le plus grand parti de France et le leader de cette Assemblée nationale, qu'est le Rassemblement national. Qu'est-ce qui distingue, sincèrement, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur dans ses propos, aujourd'hui, de Jordan Bardella ou Sébastien Chenu? Sincèrement, je ne vois pas, mais une seule limite à les rejoindre, à ce qu'ils gouvernent ensemble et qu'ils clarifient la situation. Oui, mais sauf Baptiste, tu oublies une chose importante. Retailleau, Wauquiez sont candidats en 2027. Et ils pensent vraiment... Et d'ici là, tu as les municipales en plus. Et tu as les municipales où les maires LR ne veulent pas faire les poches du RN, alors qu'en vérité, en dessous, ils font les poches. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous oubliez une chose. Quand vous participez à des élections, c'est 1 euro par personne qui vote. Regardez pour 2027. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un bloc central qui s'aime. On est d'accord, il s'aime pas. Non. Mais Bruno Retailleau vous dit, mais moi, j'aurais mes candidats, puisque ces candidats permettent d'avoir un financement. C'est ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, qu'en fait, tout est tronqué. En fait, le débat du politique aujourd'hui, c'est pas de dire, allez, on fait des choses ensemble, c'est de se dire comment j'existe. Premier point. Deuxième point, enfin, quand même, moi, je suis dans un département, enfin, il vous a pas échappé que moi, c'est RN chez moi. Pendant 3 mandats, j'ai gagné en disant, je suis un homme de gauche. Parce que je m'occupais des gens. On ne s'occupe plus des gens. Et moi, mon coup de gueule, si vous permettez, Valérie, j'ai un petit jeune qui m'écrit, qui travaille dans une entreprise de nettoyage. Il a loué l'appartement qu'il a acheté à crédit pendant 25 ans à une personne qui s'est mise en insolvabilité et qui est toujours dans l'appartement, et lui, il dort dans le garage. Et nous, on fait quoi, les politiques? On est en train de s'emmerder en disant la retraite à 62 ans, 64 ans. Non, mais de quoi on parle? Moi, ça me met en colère de voir que j'avais, excusez-moi, des responsabilités et que je n'étais pas capable de régler le quotidien des gens. Voilà pourquoi on est en colère. Mais pardon, Patrick, mais de dire on ne s'occupe plus des gens, c'est pas vrai. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, la force en est, ceux qui s'occupent des gens, ils gagnent les élections. Je veux dire, on peut faire tous les reproches du monde au Rassemblement national. Qui s'occupe des gens? Mais les députés qui sont aujourd'hui à votre place, ou les maires qui sont aujourd'hui à la place. Non, attendez, les maires, c'est différent. Non, mais les maires ou les députés. Les maires ou les députés. Mais attendez, excusez-moi, les maires ou les députés ou les présidents de région. Le RN, depuis des années, ils continuent à gagner les élections. Ça veut dire qu'ils répondent à la demande de leur administré. Ça, vous pouvez pas le nier. Est-ce qu'ils répondent à la demande, ou est-ce que idéologiquement, mais c'est peut-être du populisme. Mais en tout cas, ils gagnent les élections derrière. Et ça, vous pouvez pas le nier. Là où le bloc central s'écroule élection après élection. Attendez, excusez-moi, vous confondez le rôle de maire qui est dans le quotidien. 80% des gens aiment leur maire. Parce que le maire, il fait des écoles, il est là. Un parlementaire aujourd'hui, comment il fait pour exister un parlementaire? Moi, je ne sais pas qui est mon député. Franchement, je ne sais pas qui il est. Personne ne sait. Écoutez, j'ai fait les deux. Franchement, j'ai été adjoint au maire et j'ai été parlementaire. J'ai eu la chance de faire 2 lois, Action Cœur de Ville, d'accord. J'essaie de m'occuper du quotidien. Mais on est loin du quotidien parlementaire. Le parlementaire vous dit, moi je suis là pour faire des lois. Mais pourquoi vous êtes loin aujourd'hui? Parce que le non-cumul des mandats.
Mais parce que toutes ces, je dis pas que vous êtes pour, mais parce que toutes ces choses-là. Mais vous pouvez pas dire aujourd'hui que tous les députés ou que tous les parlementaires, franchement, c'est pas juste. Mais j'ai dire pas qu'ils dit sont. ça. Non, mais le politique a quand même la capacité de temps en temps à se tirer une balle dans le pied. J'ai pas dit ça. Moi, j'étais pour le cumul des mandats. C'est une honte qu'il y ait le cumul. Il fallait qu'il y ait le cumul. On sait de quoi on parlait. Non, mais la crise du politique dont on parlait tout à l'heure, sur laquelle on peut tous être d'accord, à mon avis, elle s'incarne d'une manière très forte dans le dégagisme. Oui, bien sûr. Que ça soit pour les gens de LFI ou pour les gens du RN. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous discutez avec des gens qui votent RN, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, cher monsieur, vous me parlez de ceci ou de cela, bon, très bien. On a eu pendant des décennies et des décennies les meilleurs, à gauche comme à droite, les énarques, les trucs, c'était les meilleurs. Bon, et puis ces meilleurs-là, ils nous ont conduits dans la situation dans laquelle on est. Alors vous me dites, oui, peut-être que ça et ça n'a pas au RN, mais vous savez quoi? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Ça peut pas être pire. Voilà c'est une désespérance sociale. Et cette crise du politique se traduit aussi par ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une rationalité. Quel électeur a épluché le programme économique ou même les professions de foi de son député candidat? Personne. Très peu. Mais en fait, ce dégagisme-là, comment est-ce qu'on pourrait expliquer sinon que vous avez des députés LFI, pardonnez-moi, qui se font élire? Bon, j'ai beaucoup de respect pour les députés, mais en fait, les gens, ils veulent dégager cette cohorte d'élitistes qui a amené le pays dans le mur. C'est plus du dégagisme, Eric. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a quand même un vote d'adhésion, que ce soit pour le Rassemblement National. Vous pouvez pas dire que c'est pas le cas. Les gens votent pour le Rassemblement National. Mais ils adhèrent sur quoi? Ils adhèrent sur le programme économique, ils adhèrent sur la personnalité de Marine Le Pen. Non. Mais sur l'immigration, sur le programme autour de l'immigration, sur même le programme économique, le pouvoir d'achat, même sur le programme international pour la France Insoumise, c'est de l'adhésion. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est de l'adhésion. Voilà. Allez, on aura Philippe dans un instant qui va nous dire lui ce qu'il attend d'un Premier ministre. Et vous êtes nombreux à partager son avis. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Nous sommes ensemble pour ce 10h midi avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes satisfait de ce vote de confiance contre le Premier ministre? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que le jeu préféré des journalistes, c'est qui pour remplacer François Bayrou? Alors ça, c'est le jeu des journalistes, mais le jeu des entrepreneurs comme moi et des gens normaux, c'est déjà ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est totalement affligeant. Alors on a l'impression qu'il y a un gros gâteau, que tout le monde veut une part du gâteau, mais par contre, personne ne veut faire marcher ce pays correctement. Alors moi, je vais vous dire les choses simplement. On a les mêmes, ils se succèdent les uns aux autres depuis 40 ans ou 50 ans, et ils nous donnent toujours la même vision des choses, à savoir un État en déficit, une France qui s'affaiblit et qui devient de moins en moins compétitive. Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait de la conduite du changement quand j'étais plus jeune pour une multinationale. Et là, il faut arriver à faire élire quelqu'un qui soit capable de faire de la conduite du changement, savoir prendre un pays qui est en total déficit à longueur d'année, qui est en train de ruiner ses habitants, il faut prendre quelqu'un, je pense clairement, de la société civile. Il faut arrêter, il faut casser le moule de la grande fonction publique qui se fait élire en tant que député. Il faut savoir que l'Assemblée nationale et le Sénat est constitué à 60% de gens qui viennent de la grande administration ou de l'administration. Et donc pour faire ça, si on veut changer de paradigme, si on veut changer de direction, il faut prendre quelqu'un de la société civile qui a fait ses preuves. Dans l'entreprise, je pense que ce serait beaucoup plus efficient. Alors, est-ce que la politique est un métier? Est-ce qu'un chef d'entreprise, alors on parle de Monsieur Lombard, éventuellement. C'est quand même à l'origine du budget. Oui, c'est ça, donc ce serait assez étonnant. Ce que dit Philippe. Merci Philippe d'être intervenu sur l'antenne. J'étais chef d'entreprise, j'ai quitté ma boîte pour devenir adjoint au maire, j'ai quitté ma boîte pour être parlementaire, et c'est vrai que c'est prendre un risque quand vous êtes fonctionnaire. Si vous perdez, vous retournez dans l'administration. Et je pense qu'il faut plus d'entrepreneurial. Cela dit, aujourd'hui, quand Gabriel Attal part de négociateur, la situation est tellement complexe qu'il faut quelqu'un. C'est pour ça que je pensais à quelqu'un comme Laurent Berger. C'est quelqu'un qui sait faire des compromis. C'est quelqu'un qui sait discuter
Éric Lombard, ce qui est gênant, c'est qu'il est dans la majorité d'Emmanuel Macron, donc il va être repoussé. Donc oui, il faut trouver une femme ou un homme qui n'ait pas de paradigme et qui ne soit pas ni de gauche ni de droite, qui soit là pour l'intérêt. C'est un peu comme les journalistes, ni de droite ni de gauche. Vous savez, c'est comme l'histoire, on en parlera peut-être de la vidéo de Cohen. Je vais en parler ou pas. Hier, mais... Ce que je veux dire, Valérie, c'est quelqu'un qui soit désintéressé. Pour l'intérêt du pays. Voilà. Est-ce qu'il y en a ça rejoint mon petit billet de début. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a, mais qu'ils ne veulent pas y aller dans les circonstances actuelles. À cause de la possibilité, certainement, de pouvoir justement être dans une conduite du changement à plus de 3 mois. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire vous n'iriez pas, vous, si on vous demandait de réunir un tableau Excel, vous n'iriez pas? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est quasiment inextricable, bloqué, et je ne sais pas quelles sont les solutions au demeurant. J'en ai quelques-unes en tête. Mais sincèrement, entre le chevauchement avec les parce qu'après, la politique reste quand même un métier de professionnel. On est obligé de prendre en compte... Déjà, les élections municipales qui vont venir et le calendrier présidentiel. Bon, ça, c'est un fait. Mais après, diriger une administration, c'est pas donné à tout le monde. Là où Michel Barnier, je pense, a échoué, c'était aussi dans sa méconnaissance des parlementaires actuels, puisque aller broder à un moment donné des accords, des désaccords, c'est aussi connaître précisément quels sont les sujets parfois locaux de certains députés. On a un groupe dont on ne parle pas à l'Assemblée nationale, qui est un groupe pivot, qui est important, c'est celui de Liot, avec monsieur Charles de Courson. Et là, on a que des professionnels de la politique en son sein. Il est bon, si demain on n'a pas justement un Premier ministre qui a su par le passé, plutôt justement dans son expérience personnelle, faire des majorités, peut-être au niveau local, dans n'importe quelle collectivité, ou diriger déjà un gouvernement précédemment, on va avoir un problème. Barnier n'avait pas dirigé le gouvernement, Borne n'avait pas dirigé le gouvernement, Bayrou avait été ministre, mais n'avait jamais dirigé de gouvernement, et donc je pense qu'il faut quelqu'un qui ait du savoir-faire, d'où qu'il vienne, mais qui ait du savoir-faire. Mais donc qu'il soit politique. Parce que la dernière personnalité civile qu'on a élue, c'est Emmanuel Macron. Non mais franchement, c'est la dernière personnalité civile de société civile qu'on est et qu'il a raconté, mais qui est le cas aussi, et qui nous a promis monts et merveilles, et on est en 2025, et bon, on n'a jamais été dans une situation ni monts ni merveilles, on n'a rien eu. Le paradoxe, je finis juste là-dessus par rapport à ce que vient de dire Alex, qu'Emmanuel Macron, quand il avait été ministre de l'économie, avait su créer des majorités extrêmement complexes, notamment c'était pas sur la loi Pacte, mais je ne sais plus quelle loi. C'était la loi Pacte, où il avait su justement aller chercher des voix du centre droit déjà, et des voix très à gauche. Donc est-ce que ça l'intéresse aujourd'hui? Personnalité de la société, la politique. Personnalité de la société civile. Pourquoi pas? Après, au-delà du fait que c'est un métier, est-ce qu'on gère une entreprise comme on gère un État? Quelles sont les forces de rappel? Voilà, mais c'est vrai que j'entendais un chef d'entreprise qui disait, mais la première mesure qu'il faudrait prendre, c'est ne permettre à des jeunes, par exemple de moins de 30 ans, qui évidemment sont valides, n'ont pas de problème, de leur accorder simplement que 2 mois ou 3 mois de chômage. Ensuite, ils cherchent un boulot, ils en trouvent un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a beaucoup d'exemples parfois autour de soi de gens qui vont travailler 6 mois, qui vont qui vont s'inscrire au chômage et qu'on va retrouver à écouler leur pécule des aides chômage pendant 6 mois de chômage. Non mais d'accord, mais vous en avez plein qui font ce turnover. Donc un chef d'entreprise à la tête d'un gouvernement. D'abord, le problème est le même, c'est que vous n'avez toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc un chef d'entreprise qui se respecte, il va plutôt mettre en place des mesures libérales, j'imagine. Donc il va avoir l'appui de qui? Alors après, il y a le profil dont on a parlé il y a 10 secondes, là, qui est le doyen de l'Assemblée nationale, qui est Charles de Courson. Alors pour le coup, qui est un technicien, qui est peut-être pas un mariole, on n'a peut-être pas envie de boire l'apéro tous les jours avec lui, mais c'est quelqu'un qui connaît le budget. Qui connaît le budget. Bon, alors je me trompe, mais c'est quelqu'un qui connaît le budget. C'est quelqu'un qui connaît toutes les arcanes du budget, qui sait où se trouvent les dossiers à Bercy et qui a une vision sur le budget. Bon. Voilà, lui, il est peut-être pas candidat, il est peut-être pas disponible, mais moi, je regarderai en direction d'un profil comme celui-ci, un technicien. Vous voyez, Valérie, c'est intéressant ce que l'on dit autour de la table, parce que moi, j'ai ma petite expérience et de chef d'entreprise et de parlementaire, et ce que tu dis, tu as raison. C'est quand même un métier, la politique. Enfin, ça décode des valeurs. Ce qui s'est passé en 2017, rappelez-vous, est-ce que les politiques, la team entreprise, la start-up entreprise, la politique, ce ne peut pas être comme l'entreprise, même si
il faut avoir, Éric, les thèmes de l'entreprise. Mais tu l'as dit, ça peut-être ne pas être rationnel. Et tu le disais, il faut tenir du contexte local. Aujourd'hui, ce que n'a pas compris le président, c'est qu'en fait, il a oublié de s'adresser au corps intermédiaire et aux maires et aux élus locaux qui pèsent. Et quant à Charles de Courson, moi je l'adore, je l'aime, Charles de Courson. C'est le plus ancien de l'Assemblée. Moi je buvais souvent le café le mardi matin avec lui. Le porte-parole du gouvernement de Charles de Courson, ici présent. Mais ce que je veux dire, Charles de Courson, vous vous rendez compte qu'il passait sa vie à l'Assemblée, même les week-ends. C'est une Bible dont je pense que lui, il fait partie des gens qui n'ont pas été reçus à Matignon, à l'Élysée. Vous savez, moi, mon mentor, il s'appelait Georges Frêche. Il faut faire attention de ne pas faire avec les gens, de les mettre dans la haine. Et aujourd'hui, quand vous regardez, je suis désolé, mais franchement, je vous l'ai déjà dit, il y a des gens à l'Assemblée, moi, que je croisais, je me disais, ils vont me sauter dessus. C'est pas l'objectif d'être parlement. Je suis judoka, vous le savez. Mon ennemi, c'est moi. Quand je monte sur un tatami, que je prends une branlée, c'est ma faute. Et l'autre est meilleur que moi. La fois d'après, je serai meilleur que lui. Et tout ça, on l'a oublié en politique. Voilà où on en est aujourd'hui. On va continuer de commenter l'actualité. On va parler peut-être d'autres sujets, comme ces têtes de cochons qui ont été retrouvées devant des mosquées, un acte abject. Le parquet de Nanterre s'est dessaisi au profit du parquet de Paris, et on a à Montrouge également des têtes de cochons qui ont été déposées. C'est un climat quand même très particulier aujourd'hui qui règne en France. On se retrouve dans un instant après les infos. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Je vous rappelle que les débats démarrent désormais à 10h, les médias à 11h30. On sera avec Mercotte. On va parler pâtisserie, ça va nous faire du bien. Baptiste Fournier, président fondateur de l'agence de communication Virtu. Éric Revel, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio les mardis et mercredis. Alex Darmon, journaliste politique. Vous, c'est sur YouTube, les Indécis. Et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Il y a évidemment d'autres sujets dans l'actualité, mais qui témoignent tout de même de la violence de cette société. Peut-être, Alex, avant qu'on parle de ce qui s'est passé ce matin, de ces têtes de cochons retrouvées devant les mosquées, vous aviez un coup de gueule sur la flottille qui part de Tunis. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose aussi. Deux Américaines, je ne sais pas si vous avez vu, qui voulaient aller à Nice. Elles disaient Tunis. Elles ont fini à Tunis. Et elles ont atterri à Tunis parce qu'on ne l'a pas compris. Mais là, c'est la flottille à Tunis qui va partir pour aller à Gaza, qui cette nuit a été, selon ses dires, attaquée par un drone. Sauf qu'on se rend compte ce matin que c'est pas un drone, c'est simplement un mauvais geste de la part d'un des passagers qui devait fumer quelque chose sur le bateau, et le gilet a pris feu et ça a explosé. Voilà. Et donc ils ont dit qu'ils avaient été attaqués par un drone israélien à Tunis pour les empêcher de partir. C'est Thomas Porte, d'ailleurs, qui a relayé cette information, le député LFI. Je ne sais pas s'il était à l'Assemblée hier. Et vous savez, je vais faire un lien entre tout ça quand même. C'est que Thomas Porte, il est payé par l'État français pour être député français, mais il s'occupe de tout sauf de la France. Et là, il part pour 2 mois. Là, pour 1 mois, il part au large de Gaza pour essayer de rejoindre Gaza, pour bloquer le blocus, pour briser le blocus imposé par Israël. On peut parler de ce qui se passe en Israël. Vraiment, on peut en parler longtemps. On peut dire que on n'est pas d'accord, ce qui est mon cas. Et j'évolue sur cette question depuis plusieurs semaines avec la politique qui a été menée par les Israéliens, par Benjamin Netanyahou et tous les ministres d'extrême droite qui l'accompagnent. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a une violence inouïe envers l'État d'Israël, envers les Israéliens. Encore hier soir, quand vous voyez le match de football entre l'Italie et les Israéliens, l'entraîneur italien insultait les joueurs israéliens. Quand vous voyez le collectif d'acteurs et de comédiens américains qui décident de boycotter toutes les institutions israéliennes cinématographiques, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre une nation au banc parce que ça fait bien. Voilà, parce que ça fait bien de dire qu'on soutient pas et qu'on ne veut pas être mêlé de près ou de loin à l'État d'Israël. Et
les élus, certains élus français, européens, on l'a vu la semaine dernière avec Rima Hassan, participent à cette accusation horrible. Et dans le même temps, je dis ce matin que la Grande-Bretagne dit officiellement que ce n'est pas un génocide qui est commis dans les territoires palestiniens, mais tout ça on n'en parle pas. On n'en parle pas en fait. On mélange tout et les élus français mélangent tout et je terminerai par ça en disant quand même ce matin, vous avez un député français qui relaie une fake news en disant que l'État d'Israël envoie un drone sur une flottille qui doit partir à Gaza, que c'est montré, que c'est annoncé par les autorités tunisiennes que ce n'est pas le cas, mais que ce député ne retire pas cette information. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas du tout... ni pour défendre l'autre, c'est plutôt pour les critiquer. Meilleur Habib va faire pareil sur la défense de Tsahal, sur certains sujets. Et le problème, par rapport à ce que vient de souligner Alex, c'est qu'on est en train d'identariser le débat à tout crin, avec des parlementaires, par ailleurs, à mon avis, à qui on reprochera un moment justement de ne pas s'occuper de leurs problèmes, d'être en totale désadéquation avec ce que vivent les Françaises et les Français, parce que au demeurant, même si le conflit israélo-palestinien et la politique actuelle de Netanyahou, du gouvernement de Netanyahou, pose forcément des problèmes humanitaires et autres, on est, je crois, dans un pays qui a envie d'entendre parler de ses propres problèmes et qu'à un moment donné, il faudrait qu'on redescende un peu sur terre de ce point de vue, parce que dès demain, on va avoir certainement des blocages ici et là, et les gens, à mon avis, ne vont pas aller bloquer, à part quelques tartuffes vers Porte de Bagnolet, sur le conflit israélo-palestinien, mais plutôt sur leur pouvoir d'achat, sur leur rapport à leur administration et autres. Non, mais oui. Moi, je suis partagé ce que vous dites, et vous êtes un responsable de communication. J'ai l'impression que pour matcher, il faut cliver. Ah, ça c'est certain. Jean-Luc Mélenchon, il a clivé, il s'est assis sur ce conflit, et vous avez raison, il faut que ça s'arrête de toute façon. D'abord, le 7 octobre, tout le monde aurait dû le dénoncer, parce que ce qui s'est passé, il n'y a pas de mots, et maintenant, ça suffit. Et puis, je voudrais dire une chose, moi, sur Montpellier, on a le CRIF, les gens juifs de France, ils ont peur. Moi, j'ai souvenir un jour, j'ai essayé de sauver un gamin qui était en fac de médecine à Paris. Le prénom, il s'appelait Cohen. Ses copains ne voulaient plus qu'il rentre à la fac. Et je veux dire, on est lâche, Valérie. J'ai raconté ces deux histoires hier qu'on m'a racontées. À la rentrée, une enseignante arrive en cours, premier cours. Une élève lève la main. Madame, vous êtes juive? Parce qu'elle a un nom, consonance. Oui. Enfin... Et une deuxième, c'est sa fille qui était en 5e, qui se retrouve à côté d'une jeune fille, qui l'avait harcelée d'ailleurs toute l'année dernière parce qu'elle avait des leggings trop moulants et que ça ne se faisait pas. 6e, je vous parle de 6e, et qui cette année lui dit t'as vu mes cheveux, ils sont bouclés, mais ça m'ennuie un peu parce qu'on dirait des cheveux de juive. Je veux dire, c'est des gamins qui disent ça. Quand on voit ce qui s'est passé à Besançon, je le redis tous les jours, Raphaël Enthoven qui a émis une opinion sur les journalistes gazaouis dans un cadre particulier, se fait exclure d'un festival du livre par des élus écologistes et communistes, délit d'opinion. Alors elle est revenue sur sa décision. Mais oui, parce qu'il y a eu d'ailleurs, Jacques Expert a été un des premiers, ou le premier à dire je n'irai pas dans ces conditions. Vous savez que David Fonkinos a pris le relais. Exactement, il y a eu pression, qui était le président du jury. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce conflit qui aujourd'hui occupe tout le monde. Et le président de la République en premier, pardon. Oui, mais vous voyez la lâcheté. Regardez Libération. Quand notre ami Jean-Luc Mélenchon fait son raout, il interdit aux gens de la meute de venir. Et moi, j'aurais aimé que tous les médias n'y aillent pas. En fait, on a perdu cette solidarité. Vous savez quoi? C'est dur ce que je vais dire. Mais je pense que les Français, certains ne s'aiment plus. Et moi, je le vois. Vous savez, j'ai bossé sur les quartiers. Enfin, quand même, de quoi on parle en ce moment? Vous avez dans l'Aude 2500 taffeurs qui viennent. Il y a des hectares brûlés. Les teufeurs, c'est ceux qui travaillent. Vous savez, les teufeurs. Et vous avez des gens qui viennent faire la fête et le vigneron ne peut pas aller voir sa vigne. Vous avez dans les quartiers que j'ai visités, aujourd'hui, les dealers, ils vont acheter les affaires pour la rentrée des gamins. Et les gens vous disent, j'ai pas d'argent, c'est eux qui me font fonctionner ma société. Et pendant ce temps, nous, on est là à dire je veux pas de Rotaillot, je veux pas... Non, mais de quoi on parle, Patrick, vous savez, le point commun entre ces Français qui s'aiment plus et l'instrumentalisation du conflit à Gaza, c'est un nom, c'est un mot, c'est un acronyme qui tient en 3 lettres, c'est LFI. C'est LFI. En fait...
En fait, pour des raisons électoralistes, il faut le répéter, Mélenchon et d'autres ont instrumentalisé pour capter, d'ailleurs ce qui est très insultant, parce que je ne vois pas pourquoi tous les musulmans devraient voter LFI, parce que LFI aurait des positions qui frisent avec l'antisémitisme. Mais en fait, le point commun à tout ça, quand vous avez des communautés, Gérard Collomb, côte à côte, qui deviennent face à face, les gens, oui, s'aiment plus, Patrick. Ouais. Quand vous avez des élèves, comme le rappelait Valérie Expert, qui lèvent la main en demandant aux profs s'il est juif, parce que en fait, quand vous avez des responsables politiques qui ont des discours plus que tendancieux sur la question de l'antisémitisme, pourquoi est-ce qu'un élève ne se sentirait pas rasséréné, encouragé dans cette vision qu'il avait peut-être intérieurement, ou dont il avait entendu parler en famille, mais qui a pignon sur rue, puisque vous avez des députés de la République qui le portent. Qui relaient ça. Donc, pardon, mais le point commun entre tout ça, ça s'appelle LFI. Oui, mais Éric, il y a le point commun LFI, et d'autre côté, vous avez quand même le Rassemblement national, où leur priorité, c'est l'immigration. Moi, j'ai pas de souci. Tout à l'heure, j'ai échangé avec Yohann Gillet, qui était sur votre plateau. J'ai défendu avec lui, par exemple, la corrida, j'étais à côté de lui. Ce jour-là, ce thème-là. Mais je me suis fait inonder par ma famille EPS. Tu pactises avec l'ennemi. Non, il a été élu par des gens, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça fasse changer d'opinion. Sauf que le vrai débat, Patrick, que l'immigration soit un problème. Mais attendez, on peut pas le nier. Vous avez 500 000 illégaux qui rentrent tous les ans en France. C'est un sujet. Qu'il n'y avait pas un problème. Par contre, si vous venez avec moi, vendange, agriculture, EHPAD, bien sûr. Je suis désolé, restauration. Alors moi j'ai Thierry Marx, que j'adore, qui dit il faut des logements et il faut légaliser les sans-papiers. Moi je vous signale que la dénatalité aujourd'hui, c'est la première fois en France qu'il y a plus de décès que de naissances. Bien sûr. Comment je vais faire et mon entreprise et la vôtre? Bien sûr, arrêtons, mais posons le débat. L'immigration, à quel niveau? Est-ce qu'elle est économique? Il faut comme au Canada il faut des quotas de main-d'œuvre qualifiée. Voilà, je vous réponds. Quelques mots, il faut plus que quelques mots d'ailleurs, sur ces têtes de cochon découvertes devant 6 mosquées à Paris, en Ile-de-France. Une enquête évidemment a été ouverte, mais ça concourt de cette atmosphère et de cette, je vais reprendre le titre d'un livre d'Yvan Youfol, cette guerre civile qui vient. Peut-être qu'on en est là aujourd'hui. Les communautés sont, c'est un geste évidemment ignoble en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, je crois, pour dans deux le 15e, mosquées. Dans le 20e arrondissement de Paris, à Montrouge. C'est une action concertée. C'est une action concertée qui est absolument intolérable et ignoble, mais ça montre bien ce que disait Patrick, c'est-à-dire que les gens ne c'est même pas qu'ils se supportent plus, c'est qu'ils se haïssent. C'est qu'ils se haïssent. On a monté des communautés les unes contre les autres. C'est ça la réalité. Bon, et on va en payer le prix fort. On va en payer le prix fort. Vous savez, Valérie, le politique disait diviser pour mieux régner. Vous le savez. Ça a existé pendant longtemps. Maintenant, c'est comment on fait pour rassembler pour mieux régner. Vaste programme. On va poursuivre ce débat avec vous dans un tout petit instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tour avec vous pour le 10h midi à 11h30. Désormais, les médias. On va parler pâtisserie avec Mercotte et Gilles Gansman. Mais pour l'instant, nous continuons évidemment à commenter cette actualité marquée par la découverte ce matin de têtes de cochon devant plusieurs mosquées en région parisienne. Indignation évidemment de part et d'autre. Une enquête a été ouverte. Un homme vêtu de noir a été repéré par des caméras. Qui est à l'origine de ce geste, on le saura peut-être. Et qui a commandité ce geste? Je disais hors antenne à Alex Darmon qu'on se souvient de l'histoire des croix gammées qui avaient été peintes dans le 14e arrondissement de Paris et qui avaient été commanditées par Moscou. Visiblement, c'est ce qui en était ressorti. Donc attention aussi aux ingérences extérieures. Mais il n'en reste pas moins, peut-être c'est ce qu'on voulait, Baptiste Fournier, que cette ambiance est absolument épouvantable en ce moment. Ça vient de très très loin en vérité. Je pense que là, les politiques de manière générale n'ont pas saisi ce qui s'était passé et sans désengager le débat. Ils ont saisi, mais ils ne savent pas quoi faire. Depuis le 11 septembre 2001, on était sur la fin de l'histoire en 89 de Fukuyama, pensant que le capitalisme l'avait emporté, que tout allait bien et qu'on allait être dans des sociétés de démocratie capitaliste prospères. Or, à un moment donné, il y a le retour du tragique de l'histoire.
Et on est dans un cercle infernal depuis maintenant plus de 2 décennies, avec les attentats, avec des conflits dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient retrouver pied, c'est-à-dire aussi celui entre l'Ukraine et la Russie sur le continent européen, et des débats qui sont exportés, comme celui en Israël et en Palestine, avec des animateurs, des prophètes de malheur de ces conflits-là. Et ce qui se passe en ce moment sur cette guerre ou ces conflits communautaires, c'est de l'identitarisme. Les politiques s'en servent aussi comme en mettant de l'huile sur le feu à certains moments. Or, si on n'arrive pas à apaiser le débat sur ces problématiques-là, c'est la nation entière qui menace de s'effriter et de se confronter à la fin. Oui. Les politiques, pardon, mais Alex, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est pas les politiques, c'est la France Insoumise qui en a fait un fonds de commerce au moment des élections européennes, et que dès qu'il y a des élections locales et bientôt nationales, s'en servira pour pouvoir avoir un programme de campagne. Oui, voilà. Mais il y a 20 ans, et maintenant ça s'appelle le RN, mais il y a 20 ans, c'était le RN qui portait ces problématiques-là d'identité très fortement dans le débat public. Et quand on entend des responsables aujourd'hui, entre guillemets, de groupes qui sont normalement des groupes de gouvernement, tenir les mêmes thèses, là on a un problème. Et je parle pas de cordon sanitaire ou autre, je pense que le RN est en train de nettoyer les écuries d'Augias. Mais je vous rappelle qu'il y a 1 an, au moment de la dissolution, on a une centaine de candidats, avec là aussi des antisémites de premier rang, des complotistes et autres, qui sont candidats RN à ce moment-là. Et donc, en fait, quand on prend les 2 bords de l'omelette, oui, on a aujourd'hui des représentants politiques qui tiennent des postures extrêmes. C'est aux autres de rappeler ce qu'est la République. Pardon, mais je me retrouve à défendre le Rassemblement National, mais la réalité, c'est qu'il y a 1 an, ces candidats sont sortis par le Rassemblement National. Et dans le même temps, mais dans le même temps, à NFP... Ah oui, mais je viens de dire qu'ils étaient en train de nettoyer les écuries d'Augias. Non, mais dans le même temps... Mais LFI, ils n'ont pas fait ce travail. Ils les ont pas sortis. Non, mais on reproche à LFI en 2 ans, parce que le changement de ligne de Jean-Luc Mélenchon se fait au moment des dernières présidentielles, c'est-à-dire en 2 ou 3 ans. Et un petit peu avant. Il y a des propos qui sont plus que condamnables, et à mon avis qui étaient très border d'un point de vue judiciaire. Néanmoins, ce débat, il vient de loin. Cette problématique, elle vient de loin. Quand on a des têtes de cochons ce matin au pied de 5 à 10 mosquées, c'est pas un problème de polémique politique depuis 6 mois, 12 mois. Ça vient de très loin, et si on n'en prend pas la mesure, le pacte national, le contrat social, va se déchirer. Eric, Patrick En fait, il n'y a plus de fabrique du commun. Et c'est vrai que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ils ont compris qu'il fallait cliver pour réussir. Et nous, le bloc central, je l'assume, on n'a pas su donner la réponse pour l'instant. On n'a pas la réponse. Et malheureusement, Valérie, et c'est pas que le quotidien, c'est quelle vision de la France, enfin, quand même de quoi on parle. Regardez le logement. Moi, je reviens à la dénatalité. J'ai une amie journaliste à vous qui m'a dit, j'ai un gamin, j'ai un petit logement parce que c'est 2000 € pour 45 mètres carrés à Paris. J'aimerais faire un 2e enfant, mais j'ai pas les moyens d'acheter. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit augmenter le SMIC, on doit pas travailler plus, travailler mieux. Enfin, on devrait travailler sur ça. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas eu la réponse, le bloc central, dont on fait prospérer Jean-Luc Mélenchon en disant les quartiers populaires, regardez, ils vous maltraitent, il se sert du conflit de Gaza, parce qu'à 400 000 voix près, il est au 2e tour. Et Marine Le Pen, elle a intérêt une dissolution, parce que peut-être que si elle était première ministre, elle pourrait se présenter en 2027. Donc tout est tronqué en fait. Mais malheureusement, c'est des stratégies politique. Il faut faire avec. Oui, enfin, s'il y a une dissolution, elle a dit clairement qu'elle préférait l'avenir du pays à son avenir politique, puisqu'elle ne pourrait pas se représenter comme députée. Elle pourrait être Premier ministre. Oui, d'accord, mais elle est nommée, elle n'est pas élue. Oui, mais pardonnez-moi, Patrick, je trouve quand même que... autant, sur le LFI, je suis tout à fait d'accord avec vous. Autant, justement, le RN, il cherche depuis des années à se normaliser, pas à cliver, justement, à se normaliser. Donc il me semble que c'est le chemin inverse. Maintenant, on peut partager un point de vue, même si vous êtes issu politiquement de cette famille-là, c'est que, pardonnez-moi, mais en même temps, mis en place par le roi de la Startup Nation, le Mozart de la finance, ça a été un fiasco politique, puisque précisément, ça a servi
à mettre en place le tripartisme qui rend aujourd'hui le pays ingouvernable. C'est quand même ça le résultat. En même temps, moi je préférais, vous voyez, presque l'affrontement classique gauche républicaine. Mais oui, aujourd'hui, c'est ça le résultat du. Heureusement qu'on l'a pas appelé le Mozart de la politique. Est-ce que vous pensez qu'on peut fini avec un requiem inachevé. Qu'on peut revenir en arrière et avoir une gauche, une droite, très franchement? Écoutez, moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a une dissolution immédiate, comme les Français ont la mémoire courte, mais pas très courte, est-ce qu'ils vont pas lessiver le bloc auquel vous apparteniez? C'est-à-dire lessiver le bloc central et se retrouver avec deux gros blocs. Alors, qui maîtriserait la gauche? Est-ce que c'est LFI, le PS, les écolos, j'en sais rien, à droite pareil. Mais je peux pas imaginer, si vous voulez, que une partie des LR parte pas avec le RN, qu'une partie des LR et le PS, sociaux. Le PS, il reste peut-être que. Dissolution, est-ce que le PS refait un accord avec LFI? Ils disent que non. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Alors là, écoutez, je prends date maintenant. Je prendrai à ce moment-là commenter. Si demain il y a dissolution, vous aurez une gauche plurielle qui prendra ses responsabilités, PS, PC, ELV, et qui se présentera sous cette bannière, cette étiquette, mais et pas qui avec sera LFI. devant LFI. Mais attendez, Marine Tondelier, elle a dit qu'elle irait. Ils inventeront un nouveau programme commun. Et hier soir, Marine Tondelier sur BFM a mis un carton à Clémence Guettet dans ce sens-là. Et donc, vous aurez, parce qu'il y a aussi des enjeux municipaux. La Van-Veille, elle fait l'inverse. Non, vous verrez qu'il y a des enjeux. Mais oui, mais il y a des enjeux municipaux qui font que PS, PC, ELV, pour garder notamment les grandes métropoles, a besoin de cet accord-là et ils le feront aux législatives. Et ils vont se détacher. Moi, j'ai trouvé le candidat idéal, c'est l'ancien patron de Nestlé, Laurent Frex, qui a été viré. Mais alors, figurez-vous, on a appris ce matin, alors je vais mettre un conditionnel, qu'en fait, c'est son autre maîtresse qui l'aurait dénoncé. Qui était elle-même salariée chez Nestlé. Qui était elle-même salariée chez Nestlé, parce que vous savez qu'il a été viré pour avoir eu une relation amoureuse avec une de ses collaboratrices, employées. Avec un lien de subordination. Et avec un lien de subordination, je cherchais le mot, et donc Laurent Frex aurait été surpris à l'hôtel par son autre maîtresse, et c'est elle qui l'aurait dénoncé auprès de la direction. C'était une bonne chose, c'était pas dans le bureau. Valérie, il a écouté Emmanuel Macron qui a dit réarmement démographique. Voilà, ça doit être ça. Bon, vous m'excuserez à terminer sur cette note humoristique pour nous, mais pas pour lui, bien évidemment. On se retrouve dans un instant avec Mercotte pour parler pâtisserie. Ça va nous apaiser un petit peu. Bon appétit. À tout de suite. Merci à tous les quatre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.